Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claire Loiseleur et je suis co-auteure du livre intitulé L'accouchement naturel autonome vécu en couple, notre chemin pour accueillir 11 enfants dans la paix, le respect et l'amour. Dans cette vidéo, je vais te parler un peu des origines et du contenu de ce livre et du chemin qui m'a conduit à accueillir 11 enfants, tous nés au cœur de l'intimité conjugale. Pour commencer, je suis moi-même née dans un hôpital dans la ville de Paris. Je n'ai bien entendu gardé aucun souvenir conscient du jour de ma naissance. Par contre, j'ai les souvenirs de ce que l'on a pu me raconter. Donc j'ai compris que mon papa avait déposé ma maman à l'hôpital la veille au soir. Ma maman m'a raconté que ce n'était pas facile parce qu'il y avait 8 ou 9 femmes qui accouchaient cette nuit pour seulement une sage-femme qui était de garde. Et elle m'a parlé aussi des douleurs de l'accouchement à une époque où la péridurale n'existe pas encore, ou en tout cas n'est pas répandue de façon courante comme ça a pu être le cas maintenant. Et puis sur mon carnet de santé, j'ai pu lire forceps pour indocilité maternelle. Voilà, c'est ce qui était écrit sur mon carnet de santé. J'en ai jamais vraiment parlé directement avec ma maman. Voilà, il se trouve que je suis l'aînée de 6 enfants. Donc j'ai ensuite été plus ou moins témoin de la naissance de mes frères et sœurs les suivants. Bon, ma sœur, j'avais 1 an et demi, j'ai aucun souvenir. Mon frère, 3 ans et demi non plus. Le quatrième, nous étions à Téhéran, en Iran. Je me souviens quand le bébé est rentré à la maison et ma maman qui m'avait dit que là-bas, à Téhéran, en Iran, il y avait moins d'équipements. En fait, on laissait plus les femmes tranquilles, c'était plus rudimentaire, mais elle avait aussi accouché à l'hôpital en l'absence de mon papa. Pour le cinquième enfant, j'ai 11 ans, et une nuit, j'entends ma maman crier « Yves, Yves, j'accouche !» Je les entends, car ça me réveille, et je les entends quitter l'appartement rapidement, et je n'arrive pas à me rendormir, et quand mon papa revient, quelques heures plus tard, je cours le voir pour lui demander. Il m'explique que le bébé est né, que c'est un garçon, que ça s'est passé rapidement après leur arrivée. Et c'est le seul de ces 6 enfants que mon papa aurait vu naître, le seul sur les 6. Voilà. Ensuite, quand ma mère est enceinte du 6e enfant, là j'ai quasiment 16 ans, et un jour, un matin, mon papa nous dit que notre maman est hospitalisée, qu'en fait elle a perdu les os, donc elle est hospitalisée et elle est sous perfusion. Ils l'ont mise sous perfusion parce qu'elle est seulement à 6 mois et demi de grossesse. 6 mois et demi, donc le bébé est trop petit, c'est pas le moment de naître. Donc ils ont mis à l'hôpital, elle reste à l'hôpital pour être sous perfusion d'un produit pour l'empêcher d'accoucher, pour que le bébé reste à l'intérieur même si elle a perdu les os. Et en fait, 2 jours plus tard, l'hôpital téléphone à la maison pour nous annoncer qu'en fait le bébé est né, donc en l'absence de mon père, une fois de plus. Et ma maman me racontera plus tard que même si le bébé ne pesait que 1,5 kg, je lui dis mais 1,5 kg, ça a dû être plus facile. Eh bien non, en fait elle m'a dit non parce qu'en fait elle avait l'antagonisme dans son corps entre les produits pour empêcher d'accoucher et les hormones d'accouchement naturelles qui fait qu'elle a ressenti et que ça n'a pas été facile pour elle. Mais bon, ils sont tous nés par voie basse. Donc 4 ans plus tard, j'ai 20 ans, je rencontre Christophe, nous nous marions. Et lorsque j'ai 24 ans, je suis enceinte de notre premier enfant. Donc Christophe, lui, il est aussi né à l'hôpital et ça s'est plutôt mal passé. Il avait le cordon 2 fois autour du cou, il a été réanimé. Par contre, mon beau-père était présent à l'hôpital. Et après, Christophe, il a une petite sœur qui a mon âge, pareil, qui est née à l'hôpital en présence du papa. Et ça ne s'est pas spécialement bien passé. Bon, les deux sont nés par voie basse, mais ma belle-mère n'a pas gardé un souvenir extraordinaire, à une époque où la péridurale n'existe pas. On n'est pas répandu en tout cas. Voilà, alors après, donc, quand j'ai 24 ans, je suis enceinte de notre premier bébé, nous sommes ravis. Je suis encore étudiante et je veux finir absolument mon mémoire de fin d'études. Je fais des études d'ingénieur agronome et j'ai un mémoire à terminer avant la naissance. C'est un peu la course entre les deux.
Et là, je reçois un petit carnet, je déclare la naissance et je reçois un petit cahier, un petit dossier qui m'explique qu'il faut que j'aille faire des suivis médicaux tous les mois. Donc je contacte une gynécologue, je n'avais pas de gynécologue, bon, je contacte une femme que je ne connais pas et je vais tous les mois, à partir de, je ne sais plus, le 4e, 5e mois, faire des analyses. Voilà. Et après, on y va parfois en couple et cette gynécologue, on ne lui cache pas, nous on a des aspirations naturelles. En fait, on est très attiré par ce qui est naturel. Et donc elle nous met en contact avec une sage-femme qui, elle, est très orientée vers les choses plus naturelles, qui fait de la sophrologie, l'aptonomie, qui a fait des accouchements à domicile, mais qui n'en fait plus parce que le médecin avec qui elle pratiquait a pris sa retraite et elle a décidé d'arrêter de faire des accouchements à domicile. Sinon, je pense qu'on aurait fait avec elle et qu'elle aurait été d'accord, parce que voilà. Donc on fait. Et à cette époque, moi je vis un peu une dualité, on va dire, entre d'un côté le côté avec la gynécologue qui franchement je suis pas fanat. Les analyses de sang, d'urine, me peser, le poids, la tension, le tout ça, et puis les touchés, les organes internes, tout ça, c'est avec des outils en métal, c'est bon. Enfin, moi, c'est pas vraiment, je suis pas vraiment pas fanat pour qu'à la fin on te dise ah bah oui t'as pas le diabète, on est content. Ah t'as pris je sais pas combien de kilos et après c'est pas, moi ça me remplit pas. Par contre, quand on va avec la sage-femme, là, j'adore les séances, on fait de l'autonomie, on fait des respirations avec le bébé, on apprend à le toucher, on voit où il a sa tête, où est-ce qu'il met ses genoux, etc. C'est beaucoup plus humain, beaucoup plus proche, et on y va parfois en couple, et quand on revient, on fait des exercices, ça nous apporte beaucoup, ça m'enrichit, donc j'adore aller chez ma sage-femme pour faire le suivi avec elle, et la gynéco, bon, j'y vais en vélo, je fais tout en vélo. Jusqu'à 2 jours avant la naissance, j'ai fait 40 minutes de vélo. Bon, mais je suis vraiment pas enthousiaste, on va dire, ni j'attends pas les résultats, ni. Par contre, je pose quand même des questions, sachant que je n'y connais rien, mais rien. Je ne sais pas ce que c'est un accouchement. Bon, oui, c'est la sortie du bébé. J'ai eu des cours de biologie. J'ai grandi en ville. J'ai même pas vu naître, je ne sais pas, un veau ou un chaton. Donc, j'y connais rien du tout. Je pose un peu des questions. C'est une époque où Internet n'existe pas. Donc il n'y a pas YouTube, il n'y a pas plein de vidéos partout, il n'y a pas. Moi, j'ai jamais vu de vidéo d'accouchement, j'ai jamais lu de livre sur l'accouchement. Et en fait, moi, je suis dans la soutenance, mon mémoire de fin d'études, et ce que je dois faire pour parvenir, quoi. C'est ça qui est aussi important. Et en même temps, à la maison, en couple, on passe du temps, on est amoureux l'un de l'autre, bien entendu, mais aussi amoureux de notre bébé à venir, et très content de ce bébé qui va venir à nous. Donc, on arrive au 9e mois de grossesse, et là, on va chez la visite du 9e mois avec la gynécologue. Et là, j'ai un pressentiment, ah, le bébé il pourrait venir. Non, 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 c'est pas possible. Le bébé il est haut, le col il est fermé, il est dur. Tu ne peux pas accoucher avant 5 jours, c'est physiquement pas possible. Ah, et ça se passe comment un accouchement? Quand est-ce qu'il faut aller à la maternité? De toute façon, tu vas avoir tellement mal que tu vas y aller. Et c'est quoi une contraction? Ah, c'est quand ça fait horriblement mal. C'est quoi une contraction? J'ai aucune idée. Elle me dit, tu vas avoir des contractions. Ah bon? J'y connais mais vraiment rien. Et elle me dit que, voilà, parce que moi j'ai un ressentiment, elle me dit non, le bébé, bon, il est pour dans 2 semaines, il risque d'arriver à terme. Voilà, moi je suis à 8 mois et demi, elle me dit non, il va arriver, c'est bien, moi ça m'arrange, parce que j'ai mon mémoire à finir, j'ai pas encore fini, j'ai encore du boulot. Donc on revient à la maison, il se trouve qu'il y a une amie qui dort chez nous, avec qui vient d'arriver, qu'on va accueillir, on a prévu d'accueillir une bonne amie. Donc on mange avec elle, on discute ensemble, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, jusqu'à 10h, 11h le soir, puis après on lui prête un canapé lit qu'on a dans notre studio, on est dans la même pièce. Voilà, bon, c'est comme ça. Et en fait, au moment d'aller au lit, j'arrive pas à dormir, j'ai des douleurs dans le dos. Alors Christophe me masse gentiment,
Et puis le temps passe, on va un petit peu se promener dehors, il y a la pleine lune, il fait beau, et les heures passent et j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir parce que périodiquement j'ai des douleurs dans le dos et à chaque fois que ça me prend, Christophe il me masse avec une crème avec de l'élixir du suédois pour éviter ces douleurs, enfin pour les contrer. Et le temps passe. Et vers, je sais pas, vers 5-6 heures, 5h30 du matin, les choses s'accélèrent, on va vers la salle de bain, on allume un peu la lumière. Et là, ça réveille notre ami. Mais moi, j'ai pas crié. En fait, j'ai pas eu de douleur. Enfin, des douleurs un petit peu, mais pas au point de crier de douleur. Voilà. Et là, notre amie, elle nous dit, mais attendez, il faut aller à l'hôpital, là, il faut faire quelque chose. Elle panique. Donc, Christophe téléphone à la gynécologue en pleine nuit, en fin de nuit. Et la gynécologue, elle lui dit, si vous voulez, vous pouvez aller à l'hôpital, si vous voulez, si ça vous rassure. De toute façon, ils vont vous renvoyer chez vous. Mais vous pouvez toujours y aller. Vous avez le droit, c'est pas interdit. Donc, en fait, après, notre ami, nous, on hésite. On hésite, on se dit, on va pas y aller s'il nous renvoie chez nous. Pourquoi faire de la voiture? On est à 20 minutes en voiture. C'est pas... ça sert à rien. Mais l'ami, elle dit, si, il faut y aller. Et là, on voit les cheveux, je peux plus bouger. Donc, ils me portent, ils me mettent dans la voiture. 10 minutes après le départ, l'enfant arrive. J'ai pas de cri, pas de douleur. En fait, il arrive, il passe et je le prends dans les bras. Oh mon bébé, tu es là, je suis super contente, il est trop mignon. Enfin, c'est magique. Il dort, après il se réveille, il a les yeux froncés, les sourcils froncés. Bon, Christophe, il met les warnings et il avance, il brûle tous les feux rouges. Là, c'est le petit matin, il fait encore nuit et il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. On arrive à la clinique et là, c'est le début de la catastrophe pour nous. Bon, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui travaillent, qui ont travaillé la nuit dans les hôpitaux, etc. Mais en fait, bon voilà, ils viennent dans la voiture, ils coupent le cordon, ils nous séparent, ils mettent sur un brancard, le bébé il part à un autre endroit. Et donc en ce qui me concerne, je me retrouve dans, entre guillemets, la salle de ce qu'ils appellent travail. Et là, alors, ils se mettent à bagarrer sur mon utérus, à appuyer comme des brutes sur mon ventre. Je leur dis, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, mais c'est pour enlever le placenta. Le placenta? Ah oui, mais non, mais... j'ai dit, mais attendez, le bébé, il est sorti tout seul. Le placenta, il va sortir. J'y connais rien, mais il va sortir, le placenta, tranquille. Mais non, j'ai rien à dire. Puis tu comprends, il faut... c'est 7h moins le quart. Et à 7h, il y a la relève des équipes de nuit, des équipes de jour. Et avant 7h, il faut que le placenta, il soit sorti, quoi. Alors que perso, après, quand j'ai accouché, les placentas en général ils sortaient 2 heures après l'enfant. Et donc ils arrivent à faire sortir le placenta et je m'aperçois que j'ai pas mon mot à dire. Que voilà, c'est pas moi qui décide, je suis pas chez moi. Eux, ils ont leur façon de faire, ils savent, ils connaissent, ils ont raison. Et moi, j'ai rien à dire. Voilà, que ça me plaise ou pas. Puis après, il me dit, ah, mais ton bébé va bien. Ah, ok. Et en fait, Christophe va me raconter que le bébé, ils l'ont pesé, ils l'ont mesuré, ils l'ont mis dans une couveuse, il hurlait à mourir. Et Christophe, ça lui faisait de la peine, il aurait voulu le prendre dans les bras, me l'amener, mais il n'avait pas le droit, il n'osait pas, c'était pas possible, il se serait fait virer. Et donc, le bébé, il reste dans la couveuse pendant 2 heures, et c'est traumatisant. En fait, il est en train de pleurer d'angoisse, parce qu'il a perdu sa maman. Et oui, le jour de sa naissance. Et ça, c'est terrible, c'est un drame. Mais ça, on va le réaliser plus tard. Donc après, je reste quelques jours à la clinique, on rentre chez nous. Et là, on est quand même pas satisfait. On est très heureux d'avoir le bébé, très content, etc. Et à la fois, on a un remords de cette naissance. Rapidement, on découvre le livre Pour une naissance sans violence de Frédéric Le Boyer, qui là nous ouvre les yeux sur ah oui, ce qu'on voudrait, une naissance sans violence. Mais oui, bien sûr, c'est un gynécologue, un livre extraordinaire que je te conseille de te procurer, de lire. Alors voilà, ce gynécologue, en fait, il faut savoir qu'il a eu beaucoup de problèmes. Il a essayé de promouvoir la naissance qu'il a appelée sans violence, avec assistance médicale, il était gynécologue. Mais de faire autrement, de ne pas couper le cordon tout de suite. À l'époque, on coupait le cordon, de ne pas taper sur le bébé pour, soi-disant, vérifier qu'il respire, enfin, le faire pleurer. Non, mais etc. Sans violence. Essayer de comprendre le bébé et de faire avec douceur, ça nous parle énormément. Il faut savoir que ce gynécologue, il a dû exercer ailleurs, sortir de la France, parce qu'il était trop persécuté pour ses nouvelles idées. C'est souvent comme ça, voilà, malheureusement.
Et donc ça nous parle énormément et à la fois nous on est rongés par le remords. On voit que notre bébé il est perturbé, on trouve qu'il est nerveux, on trouve qu'il a du mal à dormir la nuit, que ci, que ça, et on fait le lien, on se dit mais attends il a été traumatisé le jour de sa naissance et c'est pour ça qu'il est nerveux, c'est pour ça qu'il n'est pas en confiance, c'est pour ça que etc. Et ça nous remplit de, une espèce de remords tous les jours. Ça c'est, je vois, ah, on n'aurait pas dû aller à l'hôpital, ah, pourquoi on est allé là-bas, etc. On se dit, ah non, et on se dit, mais plus jamais ça, plus jamais on veut avoir, parce qu'on se dit, mais attends, après le bébé, c'est nous, pendant des mois, pendant des années, on va se retrouver avec un bébé qu'on trouve perturbé, et on fait le lien, et on regrette, on se dit, mais j'aurais jamais dû, comme, je sais pas, par exemple, quand on a un accident, on se dit, mais j'aurais jamais dû faire telle chose qui a provoqué tel accident. Nous, on se dit, mais on n'aurait jamais dû aller à la clinique, on aurait dû rester chez nous. De toute façon, j'ai accouché en voiture, j'aurais accouché à la maison, ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. Donc, ça va fermement ancrer en nous ce désir d'offrir à nos enfants une naissance avec tout le respect et l'amour qu'ils méritent. Donc, bon, pour l'aîné, on ne peut plus rien y changer, mais il se trouve qu'on va avoir d'autres enfants et on fera plus jamais pareil, plus jamais la même bêtise, j'allais dire. Non, mais j'ai du respect pour les personnes et puis ça peut servir, hein, je ne dis pas le contraire, mais dans notre cas, voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Alors il se trouve que pour le deuxième enfant, on était au Cameroun. Donc déjà, là-bas, il n'y avait pas le suivi voilà, médical, institutionnalisé. Donc j'ai fait aucun suivi. Aucun suivi gynécologique. On a fait par contre les exercices, la préparation, puis je travaille à plein temps. On travaille tous les deux à plein temps. Il y a une nourrice qui s'occupe de mon premier bébé. Ils ne sont pas beaucoup de différence, les deux premiers. Et pour l'accouchement, on va voir les sages-femmes, mais les sages-femmes, il se trouve qu'elles exercent seulement dans les dispensaires. En Afrique, c'est comme ça, on est au Cameroun. Il n'y a pas de sage-femme qui pourrait venir à la maison le jour de l'accouchement. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est des salariés, des dispensaires, etc. Donc on voit, par contre il y a les accoucheurs traditionnels, donc il y a un monsieur, on est guidé vers un monsieur qui parle pas français, il parle Fulfulde, mais moi je comprends rien à Fulfulde. Mais on parle par personne intermédiaire, parce que bon là-bas il y a quand même des personnes qui parlent et le français et le Fulfulde qui nous font la traduction entre les deux pour qu'on puisse se dialoguer ensemble. Il est d'accord de venir à la maison, il nous dit que lui il sait faire des accouchements, que ça fait 20 ans qu'il en fait, etc., qu'il connaît bien. Bon, on dit très bien, c'est un homme, j'aurais préféré une femme, mais voilà. Donc le jour de la naissance, il vient, la matinée, il reste dehors, il mâche sa coca. Non, c'est la cola, pardon, la noix de cola en Afrique, la coca c'est ici en Bolivie. Donc il mâche sa cola et il attend, mais il dit le bébé va bien, mais son heure n'est pas venue. Donc bon, moi j'ai des contractions, ça dure beaucoup plus longtemps que le premier accouchement. Et finalement vers la fin, dans l'après-midi, là je suis finie, et là il vient dans ma chambre et il m'aide à me redresser, tout ça. Moi j'ai eu envie, c'est de m'allonger, j'en peux plus, j'ai plus de force. J'ai vraiment plus de force, plus d'énergie, et lui il va me donner de l'énergie. En fait, et il a que ses deux mains, il n'a aucun instrument avec lui, il a rien, il a juste ses deux mains. Mais avec ses deux mains, il va et dans un total respect du corps, de mon corps de femme. Il ne va pas toucher les organes internes, tout ça. Non, mais il va m'aider pour la position, pour le bassin, pour me redresser. Et ça va être instructif pour nous, pour Christophe aussi, de voir comment faire vers la fin, pour aider. Et donc le bébé va naître en dormant, il va être trop mignon, il ne va pas pleurer, il va être tout gentil et on va être trop satisfait au niveau du bébé. Vraiment au niveau du bébé on est trop content, il dort bien la nuit, il est trop mignon, il n'est pas du tout traumatisé, il est très tranquille et nous on fait vraiment la différence. On se dit ah oui non ça vraiment ça vaut le coup. Ça vaut le coup, il est né, il n'a pas été perturbé, il n'a pas pleuré le jour de sa naissance, c'est un bébé tranquille, il pleure jamais. On est trop content, comme les petits bébés africains. Tous les petits enfants noirs là qui viennent voir le bébé blanc, c'est ah waouh, un peu un miracle. Il n'y a pas beaucoup de blancs, ils les appellent blancs qui ont des bébés là-bas. Et voilà. Donc ça nous conforte dans notre intuition qu'on veut offrir ce genre de naissance à nos enfants. Alors il se trouve qu'ensuite pour le troisième enfant on est de retour en France. Et là, dans un premier temps on vit près de Briançon dans les montagnes, dans les Hautes-Alpes.
Et là, il y a une sage-femme qui pratique les accouchements à domicile. Donc, on trouve ça formidable. Et je suis des cours de préparation à la naissance avec cette personne qui me plaît beaucoup. Alors elle a filmé certains des accouchements qu'elle réalise, donc on regarde des vidéos d'accouchement avec elle, hein, des accouchements qu'elle a fait elle-même, et puis je fais des séances de préparation, donc des exercices de yoga, de respiration, d'étirement, etc., d'accompagnement du bébé pendant plusieurs mois. Et il se trouve qu'ensuite, on est amené à changer de région. Donc on part vivre à l'autre bout de la France, en Anjou, en Maine-et-Loire. Et là, quand on arrive là-bas, on rencontre des amis qui ont fait l'accouchement à domicile avec sage-femme. Mais leur sage-femme, elle a arrêté, il n'y a plus de sage-femme. On rencontre une sage-femme qui est d'accord, qui a fait des accouchements à domicile, qui est homéopathe, qui est alternative. Mais elle ne veut plus faire d'accouchement. Elle en faisait. Mais elle dit non, maintenant pour ma vie privée, j'ai plus envie parce qu'après je loupe un anniversaire et la nuit et machin. Enfin, elle veut se garder sa vie privée et elle veut pas être dérangée à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour un accouchement. Par contre, on fait des séances avec des rendez-vous avec elle. Elle nous enseigne du yoga, de la respiration. On y va parfois en couple. Et elle est d'accord de venir même à la maison après la naissance si on fait la naissance chez nous. Voilà. Donc en fait, on se retrouve tous les deux. Ou alors, le choix, c'est l'hôpital. Est-ce qu'on va à l'hôpital ou est-ce qu'on va faire à la maison? Mais franchement, au niveau de notre cœur, on a envie de faire à la maison. Sachant que je ne fais plus de suivi médical. Donc j'ai fait pour le premier enfant, comme je t'ai dit, les analyses de sang, d'urine, les échographies, etc. Plus ou moins convaincue. Pour le deuxième, je n'ai pas fait. Et pour à peu près pour les autres, jamais. C'est-à-dire, j'ai plus jamais fait toutes ces analyses de sang. Voilà, il faut savoir aujourd'hui que ça fait 27 ans que j'ai pas consulté de médecin pour moi, 27 ans que j'ai pas fait d'analyse ni de sang, ni d'urine, ni de rien du tout, ni mammographie, ni rien, que ce soit pour les grossesses, les accouchements ou même pour ma santé personnelle. Voilà, c'est le sujet d'un autre livre que je suis en train d'écrire sur mon état de santé ne dépend que de moi, donc devenir autonome au niveau de sa santé, c'est un autre sujet. Mais donc, pour les prochains accouchements, eh ben, on va les faire au niveau de notre intimité. Donc bon, on a encore quelques peurs à surmonter, quelques angoisses. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va y arriver? Mais en fait, ça se passe très bien. Donc j'ai déduit de mon deuxième accouchement qui s'était bien passé au niveau du bébé, mais au niveau de moi-même, moyen. C'est-à-dire que j'avais plus souffert que pour le premier. Ça avait été plus long. J'avais eu plus de contractions avant la naissance et ça s'était pourtant pas mieux passé, etc. Donc j'avais conscience que c'était moins bien. Alors, en fait, il se trouve que je travaillais à plein temps et je n'avais pas de congé de maternité, rien, zéro. Dans mon contrat, zéro. Bon, dans la réalité, je travaille dans les missions catholiques. Mon employeur, c'est un prêtre, il est gentil. Quand j'ai accouché, il ne m'a pas dit tu viens au boulot demain. Bon, il est quand même sympa. Puis en fin de grossesse, il m'avait permis de faire du travail intellectuel à la maison, donc c'était plus facile quoi, pour me reposer quand même. Mais donc j'ai pris conscience de l'importance de la préparation et de l'importance de mon corps. Et donc c'est là-dessus que je vais, pour toutes mes autres grossesses, me centrer, sans faire, parce que je m'aperçois, les analyses de sang, d'urine, se peser, le poids, etc., ça pour moi, ça m'apporte rien en fait. C'est ça que, je sais pas, ça va pas aider à ce que l'accouchement se passe mieux. C'est pas, t'as pas de diabète, d'accord, mais par contre, si je fais tels exercices, si je fais telle chose, si je mange de telle façon, si je fais tel... Là, ça va aider. C'est ça que je partage dans le livre que nous avons écrit, parce que pour moi, c'est ça qui est important. C'est pareil, le jour des naissances, moi je connais le poids de naissance de mon premier bébé, parce qu'à l'arrivée à la clinique, ils l'ont pesé, mais tous les autres, je n'ai aucune idée. Et je vais faire un jeu de mots nul. J'avais pas de balance et je m'en balance. Non, mais ça n'a aucune importance. Aucune importance. Le poids du bébé, combien il mesure, combien il pèse, c'est la grande personne qui veut savoir les chiffres. Le bébé, il est pas fan. Pour nous, c'était beaucoup plus important que le bébé se sente bien, qu'il soit bien, qu'il n'ait pas trop chaud, pas trop froid, qu'il soit bien couvert, quand il nous fait des sourires. Tout ça, j'ai jamais pesé, mesuré mes enfants, même pendant leur croissance. Quel intérêt? Et aujourd'hui, tous ceux qui sont majeurs, ils sont plus grands que moi.
ils ont tous grandi quand même si je ne les ai pas mesurés, pesés régulièrement, etc. Peu importe, c'était pas ce qui comptait pour moi, c'est qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient en forme, qu'ils se sentent bien, la relation, enfin, des choses, voilà, dans le monde, il y a l'aspect technique, mécanique, bon, qui est mis en avant par la médecine. Donc, ah oui, alors le taux de sang, le taux de sucre, le taux de sucre dans le sang, le taux de je ne sais quoi, combien tu pèses, combien tu mesures. C'est pareil pour mon poids. Je n'ai pas pesé mon poids. Première grossesse, oui, la gynéco, elle me pesait tous les mois. Pour les autres grossesses, jamais pesé. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'après 11 grossesses aujourd'hui, à peu près, je fais le même poids, à peine un petit peu moins, qu'avant de me marier. Voilà, c'est tout. Et oui, j'ai dû prendre des kilos quand j'étais enceinte, bien entendu. Bien entendu, que je perdais aussitôt après. Mais c'était pas... Je sais pas, pour moi, je me suis centrée sur autre chose. Parce que là où tu mets ton attention, là va ton énergie. Et donc, au lieu de perdre du temps, de l'énergie, des angoisses et tout ça, dans ces choses-là, je me suis beaucoup centrée sur comment faire pour y arriver, pour que l'accouchement se passe bien. Donc je suis devenue autonome. Et l'autonomie, c'est un acquis. Après, tu ne reviens pas en arrière. Un bébé, il marche à quatre pattes, mais quand il commence à marcher debout, qu'il a acquis la marche, ben, il va toujours marcher debout. Bon, il peut jouer un jour au chat ou à la vache, mais sinon, basiquement, il va toujours se déplacer debout. Quand il a 8 mois, il est très content, mais vraiment, il jubile de se déplacer à quatre pattes, et c'est déjà un progrès extraordinaire. Mais quand il sait marcher debout, c'est pareil pour la conduite. On parle de la conduite, alors quand tu es un petit enfant, bah, c'est ta maman qui t'emmène à ton cours de sport. Donc tu pars quand elle est prête, tu es derrière dans la voiture, attaché à ton siège. Voilà, alors quand tu es un peu plus grand, adolescent, voilà, tu peux faire de la conduite accompagnée, à apprendre, mais tu as besoin d'un moniteur ou de ton papa ou de ta maman en conduite accompagnée pour vérifier que tu ne fais pas d'erreur, etc. Et un jour, ben, peut-être que tu auras ton permis de conduire, peut-être que tu as ta propre voiture, et là tu vas conduire par toi-même. C'est pareil l'accouchement. Et ça ne veut pas dire que c'est pas risqué, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun danger, mais c'est pareil pour la voiture. C'est pas, tu sais bien, si demain, voilà, imaginons que tu as le permis de conduire et que tu as ta voiture, tu sais très bien qu'il y a des dangers, que personne n'est à l'abri à tout moment. Et si tu as un trajet, tu vas dire, bah voilà, demain j'ai 1000 km, je dois traverser la France, etc., je pars en vacances, j'ai un long trajet, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord me reposer, je vais me dormir tôt ce soir, je vais ne pas boire d'alcool, je vais manger suffisamment, mais pas trop, des choses qui me conviennent, etc., pour demain y arriver et relever ce défi. C'est un peu pareil l'accouchement. C'est un peu comme une épreuve sportive ou comme un concert. Il faut le préparer avec sérieux, il faut prendre, mais on est quand même autonome. Donc on n'a pas envie de revenir en arrière. C'est pas parce qu'il y a des dangers sur la route que tu vas tous les jours demander à ta maman ou à un moniteur d'auto-école de t'accompagner. Ça n'aurait pas de sens. C'est un peu pareil, ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai fait l'accouchement, comme je t'ai dit, là, parce que vraiment pour le bébé au départ, puis pour mon corps aussi, parce que j'aime pas la façon dont c'est fait. Donc moi, je ne connais pas les mots, j'ai entendu parler, monitoring, ocytocine, je sais pas quoi, et puis dans l'étrier, etc. Enfin, des expressions qu'en fait, moi, j'ai jamais vécues. Et tant mieux. Je m'en porte très bien et j'ai jamais été ni alors recousu, je sais pas quoi. Enfin, le périnée, non, mon périnée il est intact et c'est très bien comme ça, c'est très bien. Et voilà. Donc, on est devenu autonome et c'est devenu une habitude. Mais c'était pas facile. Au niveau, il fallait relever ce défi. Et puis après, au niveau social, au niveau, voilà, il faut se cacher, il faut pas le dire aux gens parce que sinon ils vont te traiter de je sais pas quoi. Ça le fait pas en général. Enfin, à l'époque. Pour nous, c'était pas possible. On s'est parfois retrouvé dans le contexte, parfois même il fallait mentir. Ben oui. Donc on parle un petit peu de cette aventure dans le livre. Mais en fait, ce qui s'est passé pour nous, c'est que quand j'étais enceinte du 9e enfant, il se trouve qu'on avait vécu en Australie pendant longtemps, donc on était anglophone parfaitement, et on s'était rapproché du monde anglophone. On avait découvert un site internet qui s'appelait Orgasmic Birth. Orgasmic Birth, ça veut dire la naissance orgasmique. Et ce site internet très intéressant qui vendait beaucoup de DVD. Donc on a acheté des DVD orgasmiques. On s'est dit waouh, ça c'est super. Moi j'ai une naissance, j'essayais de le faire avec le moins de douleur possible. C'était pas l'orgasme. Ah non.
Non, c'est pas une partie de plaisir, non. Peut-être que toi tu l'as atteint, dis-moi dans les commentaires, je te félicite et ça m'intéresse parce que je veux bien croire, il y a des personnes plus avancées que moi dans ce domaine. Personnellement, voilà, mais comme on a acheté leurs DVD, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de DVD où les gens ils parlaient de la naissance, mais il n'y avait pas un DVD qui montrait pas à pas une naissance dans son déroulement. Ou on te montrait juste la sortie de l'enfant, ou juste quelques parties, quelques bribes, mais il n'y avait pas. Comme on attendait notre 9e enfant, on s'est senti capable, on s'est senti l'appel. On s'est dit, mais attends, nous, on pourrait faire ce DVD. Parce que nous, on est capable, on a compris, on le fait, on le pratique. Là, ça va être le 9e, donc on a quand même de l'expérience, ça ne nous fait pas peur. Alors, il se trouve qu'à cette époque, on vient d'arriver en Bolivie, on a acheté un terrain, mais pour le moment, on y vit en camping. Donc, on n'a pas l'eau, pas l'électricité, pas de maison, donc on ne peut pas faire chez nous pour le moment. Donc en fait, on loue dans un hôtel. Mais on ne sait pas quand le bébé va naître. Alors il se trouve que moi j'ai toujours accouché entre 8 et 9 mois. Donc vers 8 mois, on y va. Mais en fait, le bébé il n'est pas pressé finalement. Donc on passe 2 semaines, 3 semaines là-bas avec nos 8 enfants. Donc c'est un complexe. Donc il y a quand même des piscines, il y a un parc, etc. Pour que les enfants ils aient quand même des occupations, des amis. Voilà. Et le temps passe et on va être capable de rester là-bas sans le dire à personne, ni nous ni nos enfants. On commence à parler espagnol, mais il ne faut surtout pas dire à qui que ce soit que l'enfant va naître à l'hôpital. Là aujourd'hui, un de mes élèves de violon, un très bon ami, il était gérant d'un hôtel un peu du même standing dans la même ville. Et il m'a dit, mais non, mais moi, si tu étais là, mais non, mais moi, j'appelle l'ambulance, j'appelle l'hôpital. En Bolivie, non, tu vas pas prendre, si tu es gérant d'hôpital et que tu sais qu'il y a une femme en train d'accoucher, tu t'appelles pour te débarrasser et l'évacuer à l'hôpital pour pas être responsable, quoi qu'il arrive. Voilà, donc il a fallu bien sûr ne le dire à personne, voire faire croire autre chose, etc. Mais on a réussi à filmer toute cette naissance, vraiment toutes les séquences, et on en a fait un montage avec de la belle musique, qu'on a voulu très pédagogique et qui s'adresse finalement à tous les parents qui veulent savoir ce que c'est qu'une naissance. Moi, je ne le savais pas quand j'étais enceinte de mon premier enfant. J'avais mais aucune idée, les étapes, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans le corps. On m'avait jamais expliqué. On m'avait jamais expliqué. Et donc là, nous, on essaye de l'expliquer comment ça se passe. Et c'est naturel, puisque là, nous, on est tous les deux, on n'a pas d'outils, d'instruments, etc. On l'a fait même sous tente. Enfin, moi, j'ai accouché dans plein de contextes. Donc, j'ai accouché à la maison, j'ai accouché sous tente, j'ai accouché à l'hôtel, j'ai accouché en voiture. Bon, c'était pas idéal, je dis pas, mais sans outils, sans instruments, donc c'est naturel et autonome. Donc autonome, mais parce qu'on s'est approprié le phénomène. Donc on a fait ce DVD. Et après, quand on a fait ce DVD, bon, on a eu 2 enfants en plus qui sont nés cette fois chez nous. Et là, on s'est dit, mais ce serait bien un livre pour expliquer ce qu'on montre dans le DVD, parce que le DVD, on montre, mais on parle pas, il y a quelques voix off, mais on parle pas tant que ça, on n'explique pas les choses. Puis on parle que, là, c'est le 9e enfant, mais il y a tous les autres avant, après. Donc, on a complété par un livre qu'on a fait en 3 parties. Il y a 3 parties, donc la première partie, comme on est ingénieur agronome, on a dit les semences d'un accouchement naturel autonome, les étapes d'un accouchement naturel autonome et les fruits. Voilà, bon, c'est des analogies avec le monde, bon, c'est pour dire la préparation, comment ça se passe, et puis les bénéfices, les avantages, ils sont nombreux. Voilà, qu'on présente dans le livre. Alors ce livre, il s'adresse à toi même si tu ne vas pas faire la même chose. Et ça se comprend. On peut comprendre et on est là pour s'entraider. Et parfois, de voir quelqu'un qui est un petit peu plus avancé que nous, ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Je te donne l'exemple. Moi, je suis violoniste. Bon, voilà, j'enseigne le violon. Mais il y a des violonistes bien meilleurs que moi, bien meilleurs. Et moi, ça me fait du bien parfois de regarder des concerts de violonistes célèbres tels que André Rieu, David Garrett, n'importe. Même si je sais que moi, j'atteindrai pas forcément leur niveau. Peu importe, c'est quand même bien. Et c'est pareil, je t'encourage à voir déjà ce qu'il y a sur mon site internet. J'ai écrit beaucoup d'articles, il y a des vidéos sur YouTube courtes, etc. Et éventuellement à te procurer le livre qui, pour moi, pourrait accompagner le livre de Ina Megaskin sur l'accouchement naturel. Je trouve que ça pourrait compléter. Et je trouve dommage qu'il ne soit pas
encore divulgué parce que je m'aperçois que maintenant il y a quand même des personnes qui ont cet appel et qui en voient l'intérêt à faire un accouchement plus physiologique ou sans péridurale, ou, etc. Et je trouve cela formidable. C'est formidable, c'est un chemin. Et après, il y en a qui vont même vers l'accouchement, ils appellent ça l'enfantement libre et autonome. Alors nous, ELA, on a appelé l'éducation libre et autonome, et nous, on disait ANA, accouchement naturel autonome. Ils disent non assisté, oui, c'est comme la conduite accompagnée, non accompagnée, enfin... Je sais pas, quand tu as le permis de conduire, on ne dit pas tu fais de la conduite non accompagnée, parce qu'avant tu faisais de la conduite accompagnée, c'est un peu ridicule, enfin, c'est un peu, voilà. Le terme, oui, accouchement non assisté, je comprends qu'on choisisse un autre terme. Nous, on a trouvé accouchement naturel autonome, on voit enfantement libre et autonome. Nous, on a pratiqué l'éducation libre et autonome. Voilà. Voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo t'aura aidé. Dans le livre, tu trouves vraiment les éléments pour comprendre avec le livre qui va avec le DVD, puisqu'ils sont en fait on les met ensemble maintenant. C'est-à-dire que si tu achètes le livre, on te donne un lien pour télécharger le DVD directement sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Comme ça, ils vont ensemble, parce qu'en fait, ils sont liés. Et le livre, il est très illustré, mais c'est en noir et blanc, parce que sinon, ça coûte trop cher. Les illustrations, moi, je les ai en couleur dans mon ordinateur, c'est très beau, mais l'impression en couleur, c'est beaucoup trop cher. Ça ferait un livre beaucoup trop cher, c'est pas valable. Par contre, le DVD, lui, il est en couleur, et c'est les mêmes éléments. Enfin, il y a certaines photos du livre qui viennent du DVD. Enfin, qui sont extraites du DVD couleur. Donc en fait, tu as les couleurs, tu as la musique dans le DVD, ça te montre les choses, et après le livre, ça t'explique. Donc c'est parfaitement complémentaire, et donc c'est vraiment pour aider des personnes comme toi qui me regardent, peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu as 20, 30 ans de moins que moi et que tu attends ton premier, deuxième, troisième enfant et que tu te poses la question sur une naissance que tu voudrais naturelle. Alors soit c'est ton premier, tu voudrais que ce soit le plus naturel possible, soit c'est le deuxième, troisième, tu as déjà eu des naissances, mais soit ça s'est bien passé, pas bien passé, etc. Mais tu voudrais aller vers quelque chose de mieux et c'est logique. Et moi j'ai fait pareil, c'est-à-dire j'ai amélioré les naissances. Voilà, l'accouchement, c'est un chemin et prendre son autonomie, c'est une direction. C'est une direction, et même si on ne la comprend pas. C'est-à-dire que moi, il y a des gens, je vois, c'est encore le cas maintenant, qui peuvent me critiquer, me juger, ah, machin, tu veux faire comme je sais pas quoi, ou tu refuses le progrès, ou etc. Bon, on les laisse parler, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Voilà, ce que je voulais te dire, c'est que donc ce livre, L'accouchement naturel autonome vécu en couple, fait partie des livres que j'écris, que j'ai nommé Lumière pour un monde nouveau. Alors ce que j'appelle le monde nouveau, c'est un monde idéal au sein duquel on rêverait de vivre, un monde meilleur, un monde plus beau, un monde plus juste, un monde plus harmonieux, un monde plus agréable à vivre, un monde plus heureux finalement, un monde libéré de la peur et des jeux de l'ego, un monde gouverné par l'amour authentique, inconditionnel et universel, un monde où la paix, la joie, la tolérance et la bienveillance sont devenues la norme, un monde où les bébés sont accueillis avec tout le respect et l'amour qu'ils méritent. Gandhi avait dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et il nous appartient à chacun d'entre nous, chacun à son niveau, de construire ce monde nouveau dès à présent. Cessons de critiquer tout ce qui ne nous plaît pas sur cette planète Terre. Revêtons nos lunettes de l'amour et soyons les courageux bâtisseurs du monde, d'un monde meilleur qui correspond de plus en plus à l'idéal que l'on sent au niveau de notre cœur, sachant que, comme disait Albert Schweitzer, l'idéal, c'est comme l'étoile pour le marin. Il ne peut pas être atteint, mais il reste un guide. À bientôt.